Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Georges Dalmagne. Bonjour. Bonjour. Député fédéral, membre de la commission attentat, on va bien sûr en parler. Mais tout d'abord, une question d'actualité. Dans notre journal, on a parlé du Dalai Lama qui reste à Bruxelles finalement 5 jours. Aujourd'hui, c'est le 5e jour. Après, il part en France. Il a vu des foules énormes. Mais il n'a pas été reçu officiellement. Est-ce que c'est pour faire plaisir à la Chine, ça ? J'imagine. Je pense que c'est assez souvent le cas. Probablement que c'était une ligne rouge que le Dalai Lama ne pouvait pas franchir et que les autorités belges ne pouvaient pas franchir. C'était de le recevoir. Et moi, je vois sa popularité. Je vois le message aussi qu'il donne, qui est un message de paix. Ce n'est pas un individu dangereux, le Dalai Lama, au contraire. Et je regrette que ni le gouvernement, ni le Parlement, ni aucun des parlements n'ait jugé intéressant de le recevoir. Alors, 15 ans après le 11 septembre, on se demande un petit peu exactement qu'est-ce qui a changé. Vous me disiez tout à l'heure que déjà le 11 septembre 2001, vous aviez dit la face du monde a changé. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais échevin à la ville de Bruxelles. On était en réunion, tout s'est arrêté. On m'a dit il vient d'y avoir un attentat à New York. On est allé voir à la télévision dans le bureau du bourgmestre. Et j'ai vu cela et j'ai dit le monde vient de basculer. Et les collaborateurs qui étaient avec moi à ce moment-là m'ont regardé en me disant mais avec quoi vient-il ? Et je pense vraiment que le monde a basculé à ce moment-là. Le monde est rentré dans une période de peur, d'inquiétude, d'incompréhension, de tension entre la civilisation, je dirais, et des individus et des mouvements terroristes qui se sont mis en dehors de la civilisation humaine. Et nous avons tous collectivement à combattre effectivement cette menace extrêmement grave qui taraude nos sociétés, qui insidieusement vient non seulement les terroriser, les effrayer, mais qui a véritablement un agenda politique de modifier fondamentalement nos libertés, fondamentalement les êtres humains, leur dignité et leur liberté. Alors vous dites que c'est une guerre de la civilisation contre des terroristes, vous ne dites pas une guerre des civilisations. Je suis frappé par le fait que c'est une terreur qui s'abat sur tous les peuples, y compris les peuples musulmans, bien sûr, et ce sont probablement ceux qui sont en première ligne, mais aussi en Asie, en Europe, bien sûr, en Amérique. Et donc c'est une guerre, c'est un combat que nous devons mener collectivement, la civilisation, les cultures humaines, contre cette barbarie, ce Moyen-Âge, cette négation finalement de ce qu'est l'être humain, sa liberté, sa capacité d'épanouissement, sa capacité de choix, de choisir librement comment il entend mener sa vie. Alors ça, c'était il y a 15 ans. Et puis maintenant, il y a 9 mois, c'était l'attentat de Bruxelles et une grande anxiété. Et la NVA a sorti il y a quelques jours un plan d'état d'urgence. Il faut un état d'urgence en Belgique. Et là, tout le monde a dit non. Expliquez-nous pourquoi il faut dire non, alors qu'en France, finalement, on pense état d'urgence. Et ce qui est, je trouve, tout à fait indécent de la part de la NVA, c'est qu'ils viennent avec toute une série d'idées en permanence. Ils instrumentalisent en réalité tout ce combat contre le terrorisme, contre la terreur, à des fins de visibilité électorale. Ils sont en campagne électorale, cela se sent, cela se voit déjà, alors même qu'ils sont au gouvernement. C'est le paradoxe déjà, premier paradoxe. Deuxième paradoxe, alors que dans les faits, et c'est quand même important de le rappeler, ce gouvernement a commencé par diminuer les moyens alloués à la justice, à la police, aux services de renseignement. C'était la première fois depuis une décennie, alors même que la menace était là. Il y avait déjà eu l'attentat contre le musée juif à Bruxelles. On savait qu'il y avait des retournistes qui revenaient. Alors ils ont en partie seulement rétabli, restauré certains moyens, mais on a perdu énormément de temps. Et puis surtout, aujourd'hui, il y a au Parlement deux commissions. Une commission attentat, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et une commission terrorisme, c'est-à-dire une commission qui est là pour légiférer. Il y a des propositions de loi qui sont sur la table, dont certaines d'ailleurs sont assez proches parfois de propositions qui sont aujourd'hui avancées par l'NVA. Ces propositions dorment. Le CDH a fait des propositions, par exemple, en matière de retournistes, donc ces fameux djihadistes qui reviennent au pays et qui sont, on le sait, la menace première. Eh bien, nous avons fait des propositions depuis des mois
depuis le début de l'année pour qu'il y ait là des mesures particulières, un screening systématique, une privation de liberté systématique pour toute personne qui reviendrait du terrain. Là, la NVA ne bouge pas. La NVA ne bouge pas. Et dans toute une série d'autres domaines, vous savez, j'entends Bart de Wever qui dit « Ah, mais il y a des mosquées salafistes ». Ben oui, on le sait. S'il y a bien quelqu'un qui se bat sur cette question, c'est bien moi. Il y a une loi qui n'est pas appliquée aujourd'hui. C'est la loi sur les ASBL. La plupart de ces mosquées salafistes sont gérées par des ASBL qui ne publient pas leurs comptes. Eh bien, la loi prévoit que dans ce cas-là, on peut dissoudre l'ASBL. Le bourgmestre de Liège l'a fait, mais ici, le ministre de la Justice ne le fait pas. On sait que l'Arabie saoudite a un rôle extrêmement néfaste à travers des financements, à travers une influence, à travers son idéologie sur une série de mosquées. On n'agit pas contre l'Arabie saoudite. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'agit pas contre l'Arabie saoudite? C'est notamment, et c'est un membre du gouvernement qui me l'a dit en off, mais vous savez, c'est compliqué, monsieur Dallemagne, parce que, voyez-vous, ils viennent d'investir à Anvers 3 milliards d'euros dans le port d'Anvers. Justement, Anvers, là où le bourgmestre d'Anvers est monsieur de Wever. Et donc, il y a à la fois un manque d'efficacité, un manque de suivi, des paradoxes, et alors cette communication et cette instrumentalisation du thème du terrorisme. Donc, moi, je pense que la NVA doit se comporter comme un parti responsable et doit pouvoir, à la fois au Parlement et au gouvernement, mener à bien une série de propositions qui sont sur la table aujourd'hui et arrêter d'utiliser cette question terroriste à des fins de propagande électorale. Alors, en commission attentat, où vous voyez, les travaux sont plutôt à huis clos pour l'instant, vous êtes passé au deuxième chapitre, celui de l'enquête. Est-ce que vous allez arriver à boucler ces dossiers-là? Vous deviez boucler ça pour la fin de l'année et vous devez encore parler radicalisation. C'est vrai, la tâche est énorme, il ne faut pas se le cacher. Nous avons interrogé avec nos experts, il y a 4 experts qui travaillent pour la commission en permanence, tous les services de sécurité du Royaume. Oui, donc ça c'est terminé, cette partie-là est terminée. La partie non, la partie secours et assistance est terminée. Mais pendant les vacances, nous avons interrogé les responsables de la sécurité, parce que cette partie-là, nous la démarrons aujourd'hui. Donc nous avons reçu des centaines de pages de documents que nous sommes en train de lire, d'analyser. Et donc les questions étaient assez simples, mais fondamentales. C'est quel est votre rôle? Bon, la sûreté de l'État, la police judiciaire, la sûreté militaire, le parquet. Quelles sont les ressources? Quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés, quelles sont les recommandations que vous faites. Et donc nous sommes en train d'analyser tous ces documents. Nous avons aussi reçu le rapport du comité P qui analyse le fonctionnement de nos services de police, le rapport du comité R, 2 rapports extrêmement importants. Et donc nous allons effectivement démarrer toute cette question sur l'architecture de sécurité. Il ne faudra pas négliger aussi d'analyser toutes les difficultés, les failles et les défaillances qu'on connaît, qu'on a vues, ou en tout cas dont on a parlé, concernant les auteurs des attentats. Leur suivi, finalement. Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que Salah Abdeslam, Brahim El-Bakraoui, Khalid El-Bakraoui, Mohamed Abrini, pourquoi est-ce que tous ces gens, qui pourtant avaient été repérés par l'un ou l'autre service de sécurité, n'ont finalement pas été arrêtés à temps? Comment il est possible que certaines personnes, comme par exemple Mohamed Abrini, qui faisait l'objet d'une surveillance de la part de la police, a réussi à organiser les attentats de Paris et les attentats de Bruxelles. Mais tiendrez-vous l'agenda? Est-ce que vous terminerez? Alors, je crois qu'il ne faudra pas se noyer. La question principale qui nous est posée et qu'attend la population, c'est comment nous pouvons mieux la protéger demain contre le terrorisme. Ça, c'est notre fil guide, c'est ça la question principale. Donc je pense qu'il faudra être attentif à cela. Et la deuxième question, qui est aussi importante que la question sur le terrorisme, c'est comment enrayer le radicalisme, comment faire en sorte que des populations musulmanes qui au départ sont ouvertes sur la modernité, progressivement, sous l'influence de salafistes dont je parlais tout à l'heure, rejettent les valeurs qui fondent notre socle commun. Comment est-ce qu'on peut refaire société avec l'ensemble de la communauté? Avec un tel sommaire, il va falloir élaguer, je crois, sinon vous n'y arriverez pas. Terminons sur l'état du CDH bruxellois, sondages qui viennent de sortir, qui montrent que les résultats du CDH, notamment à Bruxelles, sont vraiment très mauvais, qui mettent peut-être en péril votre position pour être dans des majorités demain, avec forte hausse des autres petits partis, je dirais. Quel est l'avenir du CDH à Bruxelles? Est-ce que le fait que Joël Milquet ait disparu finalement en avril du paysage bruxellois, est-ce que c'est ça qui explique la baisse du CDH à Bruxelles? Alors, beaucoup de questions. D'abord sur Joël Milquet. Je l'ai vue, elle est en pleine forme, elle revient, elle s'est mise un petit peu en retrait, on peut le comprendre. Voilà, elle est là, elle est en pleine forme et donc elle a toute son énergie qu'on lui connaît. Donc, vous
Vous savez, c'est vrai, ce sondage, c'est pas un bon sondage, je mentirais si je dirais le contraire. Pour faire une comparaison footballistique, c'est un petit peu l'époque. C'était un match amical. Bon, on a perdu le match amical. On verra dans la compétition. Je pense que la vraie compétition, elle est encore loin devant nous. Je pense que, en tout cas, pour ce qui me concerne, moi, j'ai des convictions, j'ai des valeurs. J'entends ne pas être une girouette. J'entends continuer à faire passer ce travail à la fois humaniste, mais aussi de responsabilité, de devoir et de droit. Et j'entends bien que cette proposition-là, sur le plan politique, puisse correspondre effectivement à l'attente de la population. Moi, je remarque... Il y a encore une place pour le CDH, parce que Louis Michel, lui, a dit on peut faire un très gros parti avec le MR et les restes du CDH. Vous savez, Louis Michel, je ne sais pas si c'est encore l'avenir du MR, en tout cas, ce n'est pas l'avenir du CDH. On n'attend pas de la part, je pense, de la population, des mouvements d'appareils comme ça. Le MR fait semblant de croire que la diminution d'intention de vote du CDH, elle est allée au profit du MR. C'est faux. Le MR s'effrite aussi, le PS s'effrite aussi, Écolo n'est pas en forme non plus. Donc quelle est la solution? Vous parliez de football, est-ce qu'il faut changer d'entraîneur? Parce que les Diables Rouges, eux, ils ont changé d'entraîneur. Je pense surtout qu'on a une époque où beaucoup de gens pensent qu'il y a des solutions faciles et simplistes à des problèmes graves et sérieux auxquels nous sommes confrontés. Il y a cette demande populiste, nationaliste, on le voit en Flandre, 40% des électeurs. Mais à Bruxelles, il faut faire le décompte, 18% des électeurs. En Wallonie, 22% des électeurs. C'est ça aujourd'hui qui est la menace, c'est de faire croire aux gens qu'en votant pour l'extrême gauche ou pour l'extrême droite, ils vont résoudre les problèmes qui sont des problèmes très sérieux, à la fois d'emploi, d'éducation, de sécurité sociale. Ça, c'est l'enjeu, je pense, pour le démocrate que je suis, c'est de travailler pour démontrer qu'effectivement, ce que nous proposons va bien mieux que ce que les populistes proposent, résoudre effectivement ces grands enjeux pour demain. Donc, ce n'est pas une question de personnalité? Non, on a un travail d'équipe. On a eu effectivement cette parenthèse de Joël Milquet. Je pense que ça nous a affaiblis à Bruxelles. On est une équipe qui... Je crois vraiment, sincèrement, à une proposition, je le disais, humaniste, mais de responsabilité aussi, de devoir qui me semble être celle qui peut, avec d'autres propositions social-démocrates ou démocrates au sens large, être à la hauteur des enjeux de demain. Je crois que ce qui se passe finalement dans notre pays est un problème qui se passe à l'échelon européen, on le voit, il y a cette demande populiste. Je pense que la pire des choses serait de virer vers cette demande populiste. Je crois qu'il faut aujourd'hui expliquer mieux, être convaincant sur les idées et pouvoir effectivement porter le message dont je parle. Merci Georges d'Allemagne. Demain, je recevrai Yvan Mayer. Bonne journée, bonne soirée.